On veut que le Grand Feu soit le groupe qui vende le plus de pizzas en France. Fait qu'à 20 ans, on me propose un terrain. Et là, je me dis, allez, je sais faire de la pizza. Mon associé, il est partant pour faire des livraisons. Et on se lance tous les deux. Cette année, on a été encore pour la 2e année consécutive, été élu meilleure enseigne de snacking plus que de pizzeria, parce que ça regroupe le burger, le tacos et tout. Quand t'es franchiseur, t'absorbes 100% de négatif. Et tu dois retransmettre 100% de positif. Entre 675 000 € hors taxes en moyenne par établissement. On a des établissements qui font des pointes à 1,3 million, 1,5 million. Ouvrir trop vite, c'est comme rouler dans un chemin à 200 km/h. Si ça glisse, t'es mort. En orbite. S'élever et apprendre pour faire la différence. Alors bienvenue dans cet épisode de En orbite, le podcast de OVNI Media, le rendez-vous pour prendre du recul, s'élever et parler de ce qui fait vraiment la différence. Aujourd'hui, on reçoit un entrepreneur parti de la pizzeria familiale à 14 ans pour bâtir une enseigne nationale puis un groupe multimarque. Il est le cofondateur de Pizza Cosy, réseau né en 2010 près de Saint-Etienne et devenu une franchise reconnue. Il pilote désormais Le Grand Feu qui fédère plusieurs concepts food complémentaires et vise ni plus ni moins que de vendre le plus de pizzas en France via des canaux B2C et B2B. Je suis avec Florent Mercier, cofondateur de Pizza Cosy, du réseau Le Grand Feu et de Square Pizza Club. Merci beaucoup d'être là, Florent. C'est un vrai plaisir. Comme je te l'ai dit par message avant l'émission, je suis de la région, donc ça fait longtemps que je consomme du Pizza Cosy. Voilà, Bourgoin-Jallieu, Lyon, etc. C'est vraiment trop cool qu'on puisse avoir cette petite discussion ensemble. Je vais te faire un petit sommaire de ce dont on va discuter aujourd'hui. Donc on va parler des débuts de Pizza Cosy, du passage à la franchise, des enjeux d'une franchise côté franchisé et franchiseur, un peu plus des chiffres avec tout ce qui est rentabilité, apport, CA moyen, etc., de la création du Grand Feu, de votre projet de pizza en B2B, du recrutement et de la recherche de talents, du secteur de la street food et de la pizza, et pour finir, mon jeu spécial à cette émission, le jeu du newbie. Est-ce que ça te va comme programme ? C'est parfait. Déjà, et bah, trop cool. La première question rituelle que je pose à tous les invités, c'est comment toi, à la 3e personne, tu te décrirais si tu sortais de ton corps ? Quelle question. Je Comment sais. je me Pour décrirais ? rentrer dans le bain. Comment je me décrirais à la 3e personne ? C'est la bonne question d'entretien qui bloque ça. Un passionné. C'est vrai ? Ouais. Tu l'as découvert à quel moment, ça, la passion ? Comment ça se décrit aujourd'hui dans ton quotidien, la passion ? Bah, la passion, je pense que c'est quand tu peux aimer réaliser n'importe quoi, mais que tu te passionnes pour pas mal de choses. Je suis assez convaincu que je me suis passionné pour la pizza, mais j'aurais pu me passionner pour du carrelage. Tu vois, si je me serais lancé dans ce métier, je sais que j'aurais pu me passionner pour ce métier et pour plein d'autres aussi. En fait, je me suis lancé dans la pizza et j'essaye de faire les choses bien, mais je pense que c'est plus un trait de tempérament de se dire si je vais dans la pizza, je vais essayer de faire quelque chose d'assez cool et différent de ce qui se fait parce que en fait, j'aime ce que je fais et je suis assez convaincu que ça aurait été dans un autre métier, j'aurais aussi chopé cette passion. Alors, je ne peux pas choper la passion pour tout type, mais dans le business, je pense que je peux me passionner pour pas mal de choses. Tu penses que dans ta vie, tu vois, si on imagine un autre parcours ou quoi, t'aurais pas réussi à tenir un boulot si t'avais pas eu ce facteur passion ? Non. Non, il faut vraiment que je m'y retrouve, mais je pense que j'aurais pas pu de toute façon être salarié dans un business. J'aurais aimé être à mon compte. Je suis quelqu'un qui a besoin d'être à mon compte parce que j'ai envie de m'épanouir. Et moi, je pense que ça rejoint un peu ce qu'on dit. C'est vu que je suis passionné, que j'ai besoin de m'épanouir, j'ai besoin de faire ce que je pense au plus profond de moi, d'aller au bout des choses. Et donc, du coup, c'est pour ça que j'ai fait ça dans rapide. T'es donc arrivé dans le monde de la pizza très jeune. Tu l'as découvert avec ton oncle, si je me trompe pas. Ouais, mon oncle et mon beau-père, exactement. Ton oncle et ton beau-père. Tu t'es lancé aussi sans diplôme. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ce déclic-là de pourquoi tu t'es lancé ? Comment t'as découvert ça avec eux ? J'ai eu une famille de commerçants. Ma maman, elle avait un salon de coiffure. Ma grand-mère, elle était fille de bouchère. Et puis, j'ai perdu mon papa à 8 ans. J'ai rencontré mon beau-père à 11 ans. Et avec son frère, donc mon oncle, Karim, ils avaient une pizzeria. Et rapidement, j'avais envie d'aller avec lui travailler les week-ends, les vacances. Donc après, à partir de 14 ans, je partais dans l'Isère, à Morestel. Et j'allais bosser là-bas les étés pendant un mois.
Et en fait, c'est un domaine que j'aimais trop. J'aimais encaisser les gens, rendre la monnaie, discuter avec eux, ouvrir un resto, le fermer. Alors, c'était des petites pizzerias emportées, c'était pas des gros restos. Mais c'était un monde dans lequel, en fait, tu vois, j'étais épanoui, j'étais bien. J'aimais vraiment ce que je faisais. Et puis, bah, c'est parti de là. Après, à 17 ans, j'arrête l'école et je travaille pour devenir commerçant. Parce que c'est vraiment mon but, quand j'arrête l'école, c'est de me mettre à mon compte. Quand, je sais pas. Je suis pas réellement pressé. Je veux trouver le bon endroit avec le bon business. Je sais que je peux partir dans la pizza parce que je maîtriserai ça facilement. Mais pourquoi pas aussi autre chose. Je réfléchis à plein de choses. Et c'est l'opportunité en fait qui fait qu'à 20 ans, ben, on me propose un terrain. Et là je me dis allez, chaud, je sais faire de la pizza. Mon associé, il est partant pour faire des livraisons et on se lance tous les deux. Du coup, tu t'as arrêté à l'école à 17, c'est le bac à peu près, la période de 17 ans ou un Ouais, peu alors avant? moi j'avais redoublé la sixième et la seconde, donc Ok, j'en étais pas encore au bac. ok. Du coup, pendant ces années-là, entre 17 et 20 ans, qu'est-ce que tu as fait avant Et ben en de te fait, lancer? mon beau-père, donc il était associé avec son frère. Ouais, Ils avaient une pizzeria dans l'Isère à Morestel et ils avaient un bureau de tabac en périphérie dans un quartier de Saint-Étienne. Et je me suis fait embaucher de 17 ans à 20 ans dans le bureau de tabac. Je faisais ok, 20 heures et je partais en fait compléter mon 20 heures en 35 heures dans cette fameuse pizzeria à Morestel. ok, Et incroyable. donc je partais souvent les week-ends. Donc même quand t'es jeune, partir souvent les week-ends, bah, des fois t'as le goût d'être chez toi, t'as le goût d'être avec tes potes. Et, et puis bah, voilà, j'ai fait ça pendant 3 ans jusqu'à qu'on me pose une annonce. Avec le recul, tu as commencé donc très jeune sur le terrain, dans le monde du travail, etc. Qu'est-ce que tu dirais que ces années-là t'ont appris que l'école n'aurait pas pu t'apprendre? De toute manière, c'est quand t'es sur le terrain que t'apprends plein de trucs. On est d'accord, ouais. Et tu vois, enfin, je n'ai jamais fait d'école de commerce ou d'autres écoles, donc je peux pas en fait critiquer. Et peut-être que ça t'apprend plein d'essentiels aussi. Mais moi, j'ai appris beaucoup de choses sur le terrain et encore à l'heure d'aujourd'hui. C'est que là, on avait vécu une année 2024 qui était un peu compliquée parce que, bah voilà, avec tout ce qu'on a connu post la guerre en Ukraine et derrière le Covid. Et en fait, c'est quand t'es dedans que t'apprends. Donc tu ouvres ta première pizzeria. Est-ce que tu peux nous reparler un peu de cette phase-là, nous reparler de la prise de risque, parce que c'est une vraie prise de risque pour le coup. Tout ce qui est, voilà, ce que tu as dû déposer comme capital, tu parlais d'un terrain, ce genre de choses, les premiers équipements, ça a dû te coûter de l'argent. Comment est-ce que tu revis cette période-là quand tu t'en souviens? Je la revis super bien et je suis assez content de l'avoir fait quand j'avais 20 ans. Parce que la force qu'on a mis à 20 ans, pas sûr que j'arriverai à remettre la même maintenant. On s'est lancé à 20 ans, on avait 15 000 euros chacun, c'est ce qu'on avait économisé de 17 à 20 ans. On a vendu notre moto, notre voiture, ça nous faisait 15 000 euros chacun. Mon grand-père, il s'est porté caution pour que je puisse faire la construction. Et en gros, le premier établissement, il nous a coûté, je crois, il y en avait à peu près pour 60 000 euros de bâti et 30 000 euros de matos à l'intérieur. Elle est pas tout à fait 100 000, tu vois, on l'avait monté. Donc 30 000, ça faisait 30%. On était bon en termes d'apport pour lever le financement. On a monté cette première pizzeria. Mon associé, il faisait des livraisons. Je faisais des pizzas par rapport à ce qu'on avait connu. On avait l'impression qu'on avait un magasin dernier cri, alors que voilà, quoi, c'était un petit truc qu'on avait fait avec pas grand chose, mais ça fonctionnait bien parce qu'on a tout de suite démarré, je vais pas dire sur les chapeaux de roue, mais par rapport à ce qu'on prétendait, ça s'est bien passé. On a fait 150 000 euros la première année et donc c'était cool. Déjà pas mal, ouais. Ouais, c'était bien. C'était Clairement, ouais. en phase avec ce qu'on voulait faire, tu vois. On était deux. Je crois qu'à la fin de l'année, on a pris un petit livreur qui venait nous aider le vendredi, samedi, dimanche, 3 fois 2 heures le soir. Donc, donc non, super expérience. Puis t'as 20 ans, t'es limite chez tes parents, t'as pas d'enfants, t'as pas d'appart, Ouais, c'est ta passion. Du coup, t'as ouais, envie de c'était tout la vie de arracher rêve, ouais, c'était et trop tu cool. travailles 7 jours sur 7. Tu sais, c'est pas faut 2 soirs de repos, 3 matins, faut aller récupérer les petits, mais attends, ce jour-là, je peux pas bosser. Nous, on s'est pas posé de questions, on est parti tête baissée et puis on y allait, quoi. Petit aparté dans votre épisode pour vous dire que vous êtes de plus en plus nombreux à écouter et à regarder En Orbite, et ça me fait très chaud au cœur. Mais vous êtes aussi beaucoup à regarder et écouter sans interagir. Alors simplement pour vous rappeler que la meilleure manière de me soutenir, c'est de lâcher un petit like, un commentaire ou de vous abonner. Et si jamais vous m'écoutez sur les plateformes de streaming, alors simplement de mettre 5 étoiles sur Spotify, Deezer, etc. Voilà, je vous dérange pas plus longtemps maintenant. Profitez bien de l'épisode, il est génial et à bientôt. Ces premiers 150 000, comment tu vas les atteindre? C'est quoi
vous faites un marketing spécifique, bouche à oreille beaucoup? Ouais, mais c'est plus du bouche à oreille. En Ouais, fait, on est dans une petite commune en périphérie de Saint-Étienne ouais. où je travaille depuis 3 ans. Terre Noire, c'est ça? C'est ça, Terre Noire. Je travaillais au bureau de tabac, donc je passais pratiquement 600 clients par jour. Ok, Donc j'étais un peu connu dans le quartier. Et quand on monte notre pizzeria, le bouche à oreille, il se fait rapidement. Mais loin de là, génial, ouais. penser aux réseaux sociaux. On avait 20 ans, on venait pas de l'école. Il y a 15 ans, les réseaux Mm. sociaux, c'était le Ouais, démarrage de pas Facebook. du tout la même. Donc, non, pas du tout. On essayait d'avoir un bon spot, une bonne pizza et servir rapidement. Et ça a fait qu'on a eu des clients au démarrage. Bien évidemment, avec les années, plus le temps a passé, plus c'est quand on a activé de la communication et du marketing qu'on a développé le chiffre d'affaires. David, donc, qui est ton cofondateur, tu le rencontres à quel moment? Au fond de la classe en sixième. Ok, dingue. Dingue. Ok, et donc vous lancez tout de suite tous les deux, Bon, aucun on se doute. rencontre en sixième, lui il part faire de l'électricité. Ouais, Et puis après, en fait, quand je suis embauché dans le bureau de tabac, il vient souvent manger au bureau de tabac du temps de midi parce qu'en fait, il travaillait dans le chantier Ikea qui avait juste à 5 minutes du bureau de tabac. Et donc, il venait manger souvent les midis. Et on se disait, mais il faut qu'on fasse un truc, faut qu'on fasse un truc. tu as été nommé Figure Snacking de l'année 2023. Est-ce que pour toi, ça valide un truc de ton parcours? Est-ce que tu en es vraiment content? J'imagine que tu es content, mais est-ce que je veux dire, c'est vraiment une fierté principale ou alors la plus grande fierté, c'est ce que tu construis tous les jours, etc. Est-ce que c'est un truc que tu voulais aller chercher? Non, c'était pas forcément quelque chose que je voulais aller chercher. Ouais, Tu vois, cette année, on a été encore pour la deuxième année consécutive. On a été élu meilleure enseigne euh, de, de snacking plus que de pizzeria, parce que ça regroupe le burger, le tacos et tout. ce qui est beau, du coup. Ouais, ouais, carrément. Et franchement, j'en suis fier. Mais je suis fier de mes équipes, je suis fier de tout le collectif en fait qui Ouais, porte ce projet. l'écosystème. Parce qu'il n'y a pas que des salariés à Florent, il y a aussi tous les franchisés qui croient en le projet depuis le démarrage. Mais bien sûr, je suis hyper fier, mais c'était pas un objectif de devenir la figure snacking de l'année. J'ai été hyper content quand je l'ai su. Mais en tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est que tous les jours, on travaille euh, pour arriver à faire la différence. Que ça soit sur le produit, sur le style, sur tout ce qui tourne autour de notre écosystème. Ce dont on a parlé tout au début, le facteur passion, le facteur que tu te vois pas salarié, ça traduit comme une vraie âme d'entrepreneur. Euh, Néanmoins, tu vois, la vie de restaurateur, c'est une vie d'entrepreneur, mais il n'y a pas toujours ce côté scale, vouloir grandir, grossir à tout prix. Pourtant, aujourd'hui, tu as les deux casquettes. Euh, Comment tu verrais la différence entre justement ces deux casquettes, entre le restaurateur que tu étais au début à vouloir juste monter ta pizzeria et vendre le plus de pizza à Terre Noire, et le gars aujourd'hui que tu es avec une franchise partout en France, Figure Snacking 2025, etc. En fait, je trouve ce qui est passionnant dans le parcours que je vis, c'est que plus tu avances, plus tu construis, plus tu changes de métier. Dans le métier de franchiseur, c'est un condensé de plein de métiers. J'ai une direction administrative et financière avec des comptables, tu vois, une structure RH, une structure IT. Tu m'aurais parlé d'un DSI, je savais même pas ce que ça voulait dire quand j'ai démarré en 2010. Et maintenant, j'ai un DSI, j'ai un chef de projet, j'ai des key users, enfin, tu vois. Et il y a plein de métiers. Il y a le métier aussi du marketing et de la communication. C'est un métier à part entière. Il y a les opérations, ça c'est ce que je maîtrisais à la base. Il y a tout le métier aussi autour du développement, c'est du commerce. C'est-à-dire que je fais des candidats, je trouve des emplacements, je les emmène jusqu'à la signature. Et puis derrière, j'ai monté une cuisine centrale. Donc là, c'est carrément de l'agro avec des normes agro et adossé à une plateforme logistique. Et là, on est en train de parler de supply chain, tu vois. Et donc, bah, tout ça, c'est un éventail de métiers que, en tant que restaurateur, j'aurais jamais pu connaître. Et donc, d'avoir créé une franchise, vu que c'est passionnant, ben, tu crées des métiers, tu développes plein de savoir-faire, et donc, bah, t'apprends. Et c'est ça qui est, je trouve, ultra passionnant et qui différencie en fait un chef d'entreprise d'un restaurateur. Mais le métier de restaurateur, il est super beau. Si t'as pas vraiment envie de prendre de risques, tu restes restaurateur et tu passes ta vie à être restaurateur. Et c'est super bien. Mais en fait, c'est vrai que j'ai fait de la restauration pendant 7 ans. J'ai mis 7 ans à ouvrir mon... J'ai mis 5 ans à ouvrir mon troisième restaurant. Et après, j'ai mis 2 ans à totalement sortir de l'opérationnel. Donc, tu vois, pendant 7 ans, je travaillais les premières années 7 jours sur 7. Mais j'avais besoin d'aller voir autre chose.
Tu vois, je me fais. C'est une question qui me vient comme ça, mais parce que je l'ai beaucoup entendu aussi. Notamment, tu vois, je suis pas hyper fan des écoles de commerce, mais toujours est-il que j'en fais partie. Et t'en as beaucoup qui te disent, ouais, mais la restauration, laisse tomber, c'est des trucs, tu gagneras jamais d'argent, tu pourras jamais. Tu vois, tu parles d'ouvrir le premier, le deuxième, le troisième restaurant, mais sortir de l'opérationnel, c'est quelque chose qui est difficile. Comment est-ce que tu passes de cette phase-là, de tes premiers restos où tu es dans l'opérationnel à fond, à lâcher les chevaux et toi, aller sur d'autres défis Est-ce que tu serais d'accord avec ces gens qui disent ça, que c'est très compliqué La de faire les deux? restauration, c'est sûr et certain que c'est très compliqué. C'est un métier qui est complexe parce que, et j'arrive à comprendre que les personnes qui sortent de l'école de commerce, c'est peut-être pas la voie où tu vas gagner le plus d'argent de partir en restauration. Faut quand même aimer la restauration, faut être un peu passionné de restauration. Euh, donc j'arrive à comprendre un peu cette façon de voir des personnes en école de commerce. Après, moi, comment j'ai fait en fait pour sortir de l'opérationnel, je t'avoue que ça a été très dur. Et des fois, j'ai du mal quand je suis tête dans le guidon à relever la tête. Et tu vois, Ouais, normal. j'ai eu un associé à un moment donné avec qui on a pensé franchise et où on a été avec des consultants qui nous ont rapidement fait comprendre que si on voulait être des bons franchiseurs, il fallait apprendre ce métier et il fallait mettre le poids de corps du côté de la franchise. Et quand tu veux, en fait, tu veux co-créer toute cette base qui va te permettre de développer une franchise, tu peux plus être full-time dans l'opérationnel. Parce que déjà, en pizzeria, c'est 10h du matin, 13h30, 14h. Le soir, c'est 17h, 22h. Donc en fait, au début, tu essayes de faire un 8h, 10h. Tu le fais. Hein. Nous, des fois, on a fait des travaux en même temps, en parallèle des services. Mais après, tu te rends compte que si tu veux faire les choses bien, il faut que tu arrives à prendre de la hauteur. Et tu te rends compte aussi que quand tu mets des salariés à ta place, les choses, elles sont faites différemment, mais pas forcément moins bien. Et quand tu te rends compte de ça, que tu as des salariés qui vont limite mieux opérer que toi, bah là tu te dis en fait c'est top. J'ai des super salariés, ils font du super job, ça me permet de prendre du recul et de m'occuper de sujets pour développer la marque. Et donc c'est parti. T'as eu des salariés comme ça dans les débuts où tu t'es dit, mais waouh, enfin, tout ce qu'ils m'apprennent, qu'est-ce qu'ils t'ont appris, genre ce genre de choses? Je sais pas si c'était vraiment du qu'est-ce qu'ils m'apprennent, mais c'était tu leur donnes une consigne, ils vont la faire limite mieux que toi. Parce qu'en fait, Ok. si tu veux, ils vont pas essayer de réinventer la roue. Moi, je me disais, il faut que je fasse un truc, puis des fois, je le faisais différemment, puis des fois, je le faisais ou je le faisais pas. Ils essaient pas de challenger le C'est ça. process. Eux, tu leur disais, faut faire comme ça. C'était fait comme ça. Mais au début, j'ai eu des. Alors, j'ai encore des salariés exceptionnels, mais quand j'étais vraiment dans l'opérationnel, dans les restaurants, j'avais des salariés, j'avais jamais ils tombaient jamais malades, ils étaient toujours à fond avec moi. Et puis en fait, on ouvrait un resto, après deux, après trois. Donc eux, je les faisais grandir aussi avec moi. Donc ils passaient de livreur à pizzaiolo, à gérant d'unité. Et puis derrière, il y en a qui ont fini franchisé, il y en a qui ont fini DAF. Enfin, il y a eu des beaux ascenseurs sociaux. On va revenir sur le parcours juste après, mais ça c'est un sujet qui m'intéresse parce qu'on l'avait évoqué avec Yves Ecker et c'est une problématique que je vois souvent chez des personnes qui font de la franchise, etc. C'est impliquer ses équipes. Là, tu me dis que tu as eu la chance d'avoir des salariés qui étaient dingues, qui étaient très cool et qui étaient très impliqués. Comment est-ce que toi, tu vas la chercher, cette implication? Comment tu la stimules? Parce que tu en as plein des restaurateurs qui s'arrachent les cheveux avec ils prennent des salariés qui sont là que pour des jobs étudiants ou pour se faire un peu d'argent à côté Mm. et qui en vrai donnent rien, quoi. Moi, je le vois, ce qui est bien, j'ai quand même cet avantage, c'est d'avoir 75 établissements et de voir qu'il y a des dirigeants qui ont des équipes, ça marche hyperement bien. Des super indicateurs de performance, ils fédèrent, ils font grandir, et d'autres qui le font un peu moins bien. Et ça, je pense que ça vient un peu de l'implication du patron dans son restaurant. Quand j'avais mes restaurants, sur les 7 premières années, j'étais au four et au moulin avec mes salariés. S'il fallait faire une livraison, je faisais une livraison. S'il fallait nettoyer les toilettes, je les nettoyais avec grand plaisir. S'il fallait venir avant tout le monde, repartir après tout le monde, j'étais là. Montrer l'exemple, aucun problème. Et je pense que du moment où tu es ultra crédible et ultra investi, les gens, en fait, ils ont envie Tu de te les suivre. amènes avec Parce que toi. tu vois, ils voient que ce que tu leur demandes de faire, tu le fais. Et ils voient qu'en fait, si tu veux, tu es en train de faire grandir le collectif, tu es en train de monter un établissement, 2, 3, 4. Bah, ils ont envie de te suivre. Par contre, si tu es le patron qui dit faites ce que je dis, mais faites pas ce que je fais,
je suis rarement ici, vous devriez faire comme ci, vous devriez faire comme ça, que si demain il y a personne ou il manque un salarié, il est même pas capable de mettre les mains à la pâte pour réussir à le faire, bah en fait tu perds en crédibilité et je pense que t'emmènes moins. Et puis après, il faut aussi avoir avec tes salariés énormément de bienveillance et de leur montrer qu'en fait dans le projet ils peuvent grandir. S'ils se rendent compte que ils peuvent te suivre et ils peuvent gravir les échelons, ça va les motiver à fond. Si demain ils se disent que l'autre en fait il nous dit de faire des trucs et il n'est pas capable de le faire et puis il y a aucun avenir et en plus de ça il nous parle des fois un peu comme des chiens, bah forcément je pense que tu arriveras moins à fédérer. Ouais, complètement. C'est plus être le chef avec ses soldats plutôt que le roi qui attend dans son château, quoi. C'est sûr. Pour revenir un peu pour être au pédalier et revenir un peu sur les débuts, vous avez une idée, c'est de faire de la pizza rapide mais avec des produits frais, français, de saison. Ouais. C'est quoi les contraintes opérationnelles que ça crée? Parce que tu en as aussi plein, je pense à des enseignes qui font un peu plus à la va-vite ou autres et qui, de fait, sont un peu moins chères, mais qui ont des produits qui sont pas de cette qualité. Ça implique quoi dès le début, vouloir faire ce type de qualité? En termes de, pas que ce soit du sourcing, mais même aller chercher de la marge ou autre. Je sais pas, en fait, moi je me suis jamais trop posé la question parce que ça a été mon leitmotiv depuis le début. Ok, Je me suis dit, quand j'ouvre Pizza Così, je veux aller à la croisée de deux mondes. Il y avait les restaurants italiens où on allait avec nos parents, les trucs très classiques mais très bons. Et il y avait les Américains qui arrivaient avec le takeaway, le delivery, du Pizza Hut, du Domino's. Je voulais aller à la croisée des deux mondes. ok. Et après, je me suis jamais posé la question de surgelé, pas surgelé, contrainte. Pour moi, il faut les faire un très bon produit, un produit cuisiné, et je devais m'organiser autour en fait de cet ADN pour y arriver. Et donc, bah, j'ai trouvé des solutions. Quand t'as pas le choix, tu les trouves les solutions. Et je me suis dit, je veux cuisiner. Je prends un exemple. Je veux cuisiner mes oignons rôtis au four. Et puis bah après, je veux que mes oignons rôtis, ça soit les mêmes dans tous les points de vente. Parce que l'uniformité, c'est la clé de la franchise, qu'on aime ou pas. Le Big Mac, tu le manges aux quatre coins du monde, c'est le même. Et c'est ce qui fait la force, en fait, d'une franchise, c'est cette uniformité. Et donc, du coup, bah, j'ai monté une cuisine centrale qui mettait des oignons sous vide. Et les oignons sous vide, si je voulais pas mettre d'additifs, pas mettre de conservateur, juste avec un peu de vinaigre, de vin blanc, de l'huile d'olive, du sel, du poivre, bah, j'avais 21 jours. Bah, j'ai organisé ma logistique autour de ces 21 jours. Tu vois. Et donc, en fait, tout tourne autour de mon but premier, c'est de faire un très bon produit de saison. Et bien évidemment que des fois, je pourrais me dire, si je passe en surgelé, ça serait plus facile. Et encore, j'en sais rien, parce que du surgelé en température camion, ça coûte plus d'argent. Le stockage surgelé, c'est compliqué. Peut-être que... Enfin, tu vois, j'aurais un modèle qui serait complètement différent. Il n'y a pas une fois où je me dis, si j'aurais fait ça, ça serait 1000 fois plus facile. Je pense pas. Je pense qu'en fait, je me suis organisé autour de mon modèle et j'ai rendu cette organisation à date facile. Ultra inspirant. La première victoire qui t'a fait dire que, ok, là, Pizza Così, ça marche, mais surtout, on a un modèle réplicable et qui peut aller très loin. C'est quoi? C'est quand j'ouvre le troisième point de vente. Le troisième point de vente, en fait, j'ouvre le troisième, on a un peu d'argent, donc on travaille le branding, on travaille le produit, je vais faire des stages pour vraiment avoir un étalage à la main, des farines italiennes, une cuisson au feu de bois, donc je monte d'un cran en termes de produits. On travaille avec des archis qui nous font tout un décor intérieur, et je prends une personne en marketing et communication. Là, le troisième, il pète. Mais vraiment, il arrive sur un niveau de chiffre d'affaires assez conséquent. Et les deux premiers, Il faisait combien? ils faisaient à peu près 7-8 000 euros par semaine. Donc tu vois, on Ok. était sur du 400 000 euros à l'année. Et les deux premiers, ils arrivent au niveau du troisième. Incroyable. Parce qu'en fait, autour de Saint-Etienne, et ben, ce troisième, plus la com, plus le marketing, plus tout ce qui tourne, et ben en fait, les trois restaurants. Et là, je me dis, j'ai trois spots qui font 400, presque 500 000 euros chacun. Ça commence à être chouette. Et puis tu te rends compte que tu te dis, on me propose un super établissement sur une autre commune en périphérie de Saint-Étienne, puis il y a quelqu'un qui est intéressé. Et là, tu te dis, ça y est, c'est le tournant. Ouais, ça s'est fait assez naturellement, le passage à la franchise. Ouais, exactement. Ça a été qui ton premier franchisé? Ça Enfin, a été. C'était quelqu'un qui était chez toi avant? Non, non, pas du tout. Pas du tout. Mon premier franchisé, il s'appelle Thierry, et d'ailleurs, c'est plus mon franchisé à l'heure d'aujourd'hui. C'est souvent dans une franchise que les premiers, c'est les premiers sortis. Ok. Parce que bah, tu as une relation quand tu es un en face de l'autre, que quand on a 70, j'ai plus la même relation Ouais. maintenant, tu vois. Mais lui, il est venu nous vendre des caisses automatiques. On lui a expliqué notre concept, il est reparti avec le contrat de franchise.
Incroyable. Ça fait une belle anecdote. Je t'ai parlé de la première victoire et pour parler de l'opposé, le premier gros échec que vous avez vécu, moi, tu vois, j'adore parler d'échecs, mais ce qui m'intéresse le plus, c'est aussi le rebond derrière, tu vois. Donc, le premier gros échec est une règle que du coup vous avez imposée pour éviter que ça re-arrive. Bah, le plus gros premier échec, c'est le gros contrôle fiscal que je prends en même temps que mon troisième établissement. Ok. Euh, Tu fais de la PIDS, t'as 20 ans, t'as pas forcément de logiciel de caisse, tu fais un peu n'importe quoi, tu prends un gros contrôle fiscal. Et du coup, tu es obligé de vendre un établissement, Ok. ton premier, C'est vrai? ouais, à ton premier salarié. Donc, ce qui est super bien, en fait, le rebond, c'est que ben, je le vends à mon premier salarié qui devient, lui, à son tour franchisé. Donc là, top, l'ascenseur social. Et puis le deuxième, en fait, c'est que je me dis, maintenant que je veux lancer une franchise, il n'y a même plus 1 euro d'espèce. Tout va être millimétré et on va mettre des caisses, d'où mon premier franchisé, pour que vraiment tout soit organisé autour d'un modèle économique où en fait on fait plus 1 euro d'espèce. Donc le rebond, ça a été ça. Ok, incroyable. Euh, Tu sais d'ailleurs d'où ça venait ce contrôle fiscal? Parce que des fois, c'est des trucs, des concurrents qui aiment pas trop que t'as jamais eu d'infos sur la. Non, j'ai Sur jamais eu la- d'infos et puis en T'as fait, c'est genre, t'as quoi? pas cherché trop. Non. Ok. Euh, Vous avez aussi refondu récemment l'image. C'était quoi la volonté avec cette refonte que vous aviez et c'est quoi les, 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 les objectifs que vous alliez chercher, mais surtout les KPIs qu'il y avait derrière. Comment est-ce que tu quantifies la qualité de cette refonte? C'est compliqué, je trouve, d'aller mesurer des indicateurs de performance par rapport à une direction artistique. Ouais. Ce qui est sûr et certain, c'est que Mais je c'est suis... un univers qu'il y avait derrière aussi à aller chercher. Voilà, c'est ça. Moi, je suis ultra attentif aux directions artistiques des brands et des fois, j'arrive à rentrer et passer le pas de la porte d'un commerce s'il y a une super direction artistique, contrairement à un autre, alors que peut-être, au fond, il y en a un qui fait mieux son job que l'autre. Et j'avais une image qui était un peu vieillissante. J'avais le rond beige. On avait fait des décors, mais on avait encore un peu des années de retard avec les briques. C'était un style industriel. C'était cool, mais c'était pas dingue, tu vois. Et je suis tombé amoureux d'une boîte qui fait des directions artistiques lilloises et qui a un cabinet aussi à Paris. Il a fait deux, trois marques de fou. Et moi, j'avais vraiment envie d'avoir une identité où tous les magasins sont différents, où on n'a pas du tout l'impression qu'on est dans une franchise, en fait. Tu sais, on n'a pas une chaîne qui est trop carrée, trop lisse, trop Mais c'est pas un millimétrée. McDo où à chaque Ouais, fois t'as c'est les ça. grandes arches et tout. Et j'avais envie vraiment d'avoir un truc stylé. Et puis après, tu sais, c'est une histoire d'homme, hein. Je rencontre un mec, il me montre ce qu'il fait. Je me dis, vas-y, je refais toute la direction artistique. Et puis j'avais surtout aussi envie, c'est quand tu crées une enseigne et que tu n'as pas trop d'argent, tu fais des choses après coup. Tu fais bosser par un archi l'intérieur. Après, tu travailles un peu les sapes. Après, tu travailles un peu. Là, au Mhm. final, quand tu bosses une DA de bout à bout, et ben le mec il te revoit et le logo, et la typo, et les sapes, et la déco intérieure. Et en fait, tout est aligné jusqu'à la boîte, jusqu'au flocage véhicule, et tout est. Tout a un sens. C'est quoi les choses que vous avez dû formaliser du coup pour le lancement de cette franchise? J'imagine que voilà, le lancement en franchise c'est ok, qu'est-ce qu'on fait de bien, mais comment le répliquer et comment surtout l'inculquer à quelqu'un. Donc vous avez fait de la formation, qu'est-ce que vous avez fait? Ben, tu te rends compte que en fait, tu peux être un très bon commerçant avec un point de vente, un très bon chef d'entreprise avec 3, 4, 5. Quand tu veux devenir franchiseur, c'est un métier qui s'apprend. C'est un métier qui a des codes, il y a une jurisprudence, il y a des contrats juridiques, il y a plein de choses à savoir. Parce qu'en fait, une franchise, c'est faut que tu fasses gagner le plus d'argent à tes franchisés pour qu'eux te donnent le plus de redevances et que toi, avec ces redevances, tu les investisses pour qu'ils en regagnent demain toujours plus. C'est un vrai cercle vertueux. Plus tu arrives à faire ça, mieux c'est. C'est hyper important. C'est comme un club de foot, plus il a d'argent, plus il peut acheter des joueurs, plus il peut avoir des superbes infrastructures. Normalement, plus il doit cranter au championnat, tu vois. Et donc, en fait, pour comprendre tout ce modèle, bah, il fallait se le faire comprendre, apprendre. On a de la chance, c'est que en périphérie de Lyon, il y a une super boîte de consulting qui coach des très belles enseignes en France et avec qui je me suis très bien entendu.
Donc là, il nous a vraiment appris quel était notre rôle de franchisé, quel était notre rôle de franchiseur vis-à-vis de nos franchisés, que ça passe par du contrat juridique, que ça passe par de l'accompagnement, de la formation, les outils que tu dois mettre en place, tout le package, pour que un franchisé, de sa prise de contact le premier jour à l'ouverture et tout au long de sa vie de franchisé, parce qu'en général on dit qu'il y a 2 contrats de franchise en moyenne chez un franchisé. Ok. Ça veut dire que tu le gardes 12 ans et qu'il y a 1 an d'inertie avant l'ouverture. Donc pendant 13 ans, il faut l'animer. Il peut avoir des hauts, des bas, il peut avoir besoin de formation. Tu vois, et donc en fait, il nous a appris tout ce système. Comment tu fais pour gérer ces bas? Pardon, je te coupe, mais comment tu fais pour gérer ces bas? Tu vois, maintenant, quand tu me dis que tu as plus de 70 personnes, soit 70 franchisés, imaginons que tu en aies un ou deux qui soient complètement pas bien, mais qui quand même veut continuer et tout. Comment tu l'amènes avec toi? Comment tu le rehausses, justement, alors que tu en as autant que ça? Parce que après, je suis pas tout seul. J'ai des équipes. Dans une franchise, tu as un animateur. Un animateur, c'est 15-20 points de vente. Donc, c'est-à-dire que tous les 15-20 points de vente, j'ai un animateur. Un animateur qui les appelle toutes les semaines, qui prend soin d'eux, qui va les voir, qui essaye de les faire, qui les challenge. Pourquoi on n'est pas bon sur la marge, ou peut-être sur la masse salariale, ou sur les avis clients. Comment on fait en fait pour devenir bon sur ce KPIs pour demain avoir un business qui est toujours plus satisfaisant, plus rentable. Et donc tu es obligé de les accompagner, mais c'est pas forcément moi qui subis. Bien évidemment, après, j'entends, j'écoute. Dès qu'il y a un vrai problème avec mon directeur général, on essaye de le traiter parce qu'on a besoin d'aller aider l'animateur. Mais t'es pas tout seul, sinon ça serait assez compliqué. Il faut savoir un truc, et ça c'est mon consultant qui me l'avait dit, quand tu es franchiseur, tu absorbes 100% de négatif et tu dois retransmettre 100% de positif. C'est rare quand un franchisé va m'appeler pour me dire des choses super bien. On m'appelle souvent pour me dire qu'il y a des choses qui vont pas ou qui devraient être meilleures. Donc, il faut avoir des équipes et il faut être bien organisé et bien structuré une fois que tu as compris ça pour les accompagner et faire de ton mieux. Aujourd'hui, donc je l'ai dit, il y a Pizza Cozy, mais il y a aussi Le Grand Feu et le Square Pizza Club. Le Grand Feu, c'est quoi exactement pour que les gens s'imaginent bien? C'est une holding, c'est un truc multimarque et surtout, pourquoi est-ce que tu vas le créer, ce projet-là? Alors que Pizza Cozy, ça marche très bien et que tu aurais pu te contenter d'avoir Pizza Cozy. En fait, j'ai Pizza Cozy, on crée le Grand Feu. Donc oui, le Grand Feu, c'est une holding de tête, c'est le nom d'un groupe surtout. Euh, on crée le Grand Feu parce qu'on a 2 demandes. On a des demandes d'enseignes qui font la même chose que nous et qui aimeraient être adossées à une cuisine centrale et une plateforme logistique. Parce que nous, on a monté un truc qui est assez spécial et on est les seuls par rapport à nos concurrents à le faire en France, mis à part Domino's, qui est un système ultra verticalisé. On a une cuisine centrale, on a une plateforme logistique. Et en fait, on ne se rend pas compte, mais quand on est restaurateur, passer plusieurs commandes, avoir plusieurs moments de réception, avoir plusieurs factures, tout ça, c'est des coûts cachés qui sont énormes. Nous, on a un logiciel, on connaît ce qu'ils ont dans la chambre froide, on sait ce qu'ils vont avoir en prévision de vente, donc on leur fait une proposition de commande. Ils commandent le lundi, c'est livré le mardi. Mais le mardi, si c'est livré, il peut avoir une chaise, un t-shirt, un sac de farine, des poivrons cuisinés, et tout est livré en un one-shot. Et on le prélève la semaine d'après, une fois qu'il a tout écoulé. Donc en fait, si tu veux, il y a un modèle quand même qui est assez puissant. Comment ça t'est venu cette idée-là? Comment tu l'as lancé et tout ça? Parce que c'est assez impressionnant quand même. Parce que au démarrage, quand on a lancé la franchise, on a tout de suite compris qu'un modèle en franchise ne vit pas seul. Tu peux pas faire vivre un modèle uniquement avec des redevances. Tous les modèles assez puissants n'ont pas que des redevances. Parce que les redevances, tu les consommes à 110%. Donc il te faut, en fait, si tu veux, un business parallèle. Et mon associé que j'avais à l'époque, il venait d'un réseau de diététique où eux, ils prenaient pas de droit d'entrée, pas de redevance, mais ils te vendaient tous les produits. Et donc on a essayé de créer un modèle un peu similaire en se disant, on va leur vendre les produits. Puis moi, ça m'allait bien parce que j'adorais en fait aller à la source. Ce que je voulais, c'était avoir un produit qui était exclusif, à un prix qui était compétitif. Et derrière, on s'est dit, si on a notre centrale, on aura forcément un super service. Et donc tout ça fait que on arrive maintenant à distribuer 90% des ingrédients. Si on a un ingrédient où on n'est pas bien placé en termes de prix, je ne le distribue pas, parce que j'ai aucun intérêt à aller distribuer du coca, alors qu'ils peuvent l'avoir à métro moins cher que chez moi.
Donc, le grand feu, c'est quoi les objectifs Donc avec le grand ce feu, on en projet-là? revient exactement. Donc j'avais une demande des gens qui font comme moi, qui ont des enseignes et qui ont envie d'avoir, typiquement Greekia, des produits prestés pour que ça soit livré directement au shop, pour qu'il y ait une uniformité. Et puis de l'autre côté, j'avais aussi des franchisés qui me disaient, Flo, est-ce qu'on n'aurait pas moyen dans le groupe d'avoir un business qui soit complémentaire mais pas concurrent? Parce qu'il y en a qui ont l'envie de se dire, je vais ouvrir 3 points de vente à 30 minutes les uns des autres. Et il y a des gens qui vont dire, moi dans ma rue, j'ai envie d'avoir 3 business complémentaires mais pas concurrents. Parce que je connais mes clients, parce que je fais naviguer mes équipes, et puis parce que ça me va bien, c'est mon modèle d'entrepreneur. Et donc, une fois qu'on s'est dit ça, on s'est dit, bon, écoute, on n'a qu'une centrale, une plateforme logistique. Et puis, en fait, ça serait cool d'investir dans des marques. Non pas pour dire qu'on fait de l'investissement, parce qu'on n'a pas forcément des budgets d'investissement à allouer. Mais par contre, si on se rend compte qu'il y a des jeunes comme nous, il y a 10 ans, qui ont un super projet et qu'on peut les accompagner, feu, on y va. Et donc, on a créé ça. Et puis, dernièrement, on a fait pivoter une marque qu'on devait lancer en B2C, qui était de la pizza al taglio. La pizza al taglio, c'est la pizza qu'on mange au nord de l'Italie. C'est de la pizza à la coupe, une pâte très épaisse, très alvéolée, très croquante. Et on monte une marque, un pseudo-resto en plein centre de Grenoble. Pas les bonnes personnes, peut-être dedans, pas le bon emplacement, pas le bon time to market. Et en fait, ça marche pas. Et on perd beaucoup d'argent. Et on avait monté un laboratoire pour enlever tout le savoir-faire qu'il y avait chez Pizza Cosy. On voulait carrément le faire en labo et l'envoyer là-dedans, dans ce resto. Donc le resto, on perd beaucoup d'argent, on le ferme, on s'embrouille, compliqué. Et là, on se retrouve avec le labo et on se dit, qu'est-ce qu'on fait de ce labo? Et on se dit, on va faire les mêmes pâtes qu'on envoyait dans le resto, sauf qu'on va carrément mettre la tomate, la garniture, on va faire cuire à 80%, on va le mettre sous vide, on va faire tester la DLC, 21, 30 jours suivant les recettes, et là on va le distribuer au lieu de vie. Et il y a de plus en plus de lieux de vie, que ce soit des clubs d'escalade, des clubs de paddle, des bars à bière, des bowling. Les gens, ils vont passer un bon moment, ils vont boire des canons, mais pour qu'ils restent, il faut leur donner à manger. Et ces gens qui ont ces lieux de vie, ils veulent avoir une offre de restaurateur, mais ils veulent plus de restaurateurs. Ils veulent plus de cuisiniers. Mais ils veulent avoir une marge de restaurateur et zéro contrainte. Et donc nous, on leur a droppé ce produit. Et là, par contre, on fait des croissances à 3 chiffres. On est satellisé, on a un labo qui sort 1200 pizzas par jour dans 40 mètres carrés. Et là, on arrête le développement commercial et on construit un agrandissement de la cuisine. Et donc le grand feu, ça reprend vraiment ça. Square Pizza Club, c'est de la pizza en B2B. La partie production, distribution et la partie enseigne avec Pizza Cosy, Greekia et Piu Piu. Avec une trajectoire plus forte que le reste, c'est qu'on est expert dans la pizza et on veut que le grand feu soit le groupe qui vende le plus de pizza en France ou fasse passer le plus de moments conviviaux aux Français autour d'une bonne pizza. Et que ça soit en B2B, en B2C avec Pizza Cosy. Et tu vois, la prochaine trajectoire qu'on peut prendre l'année prochaine, c'est de se dire, est-ce qu'il n'y aurait pas un rapprochement avec une marque de pizza qui soit complémentaire pour faire grandir notre écosystème? Franchement, très beau, très smart pour le coup. Tu vois, ça j'en ai parlé aujourd'hui. J'ai dit que je passais avec toi et tout. J'ai parlé de ce projet de pizza en B2B. Tout le monde ne connaissait pas d'ailleurs, mais trouvait ça vraiment intelligent. Mais du coup, comment tu vas le faire tu vas faire pour le brander et que ce soit rallié à Pizza Cosy? Est-ce que tu as même envie que ce soit rallié à Non, Pizza pas du Cosy ou tout. pas du tout? Et si tu regardes vraiment Square Pizza Club, c'est une marque à part entière. Ouais, ça n'a En rien à fait, voir. les seules pizzas qu'il y avait en B2B, c'était de la ronde, pas ultra qualite et surge. Et nous, on s'est dit, on va arriver avec un format carré en mode, on coupe des petits carrés à partager en apéro sur une pâte. Mon chef exécutif, il a gagné le championnat d'Europe avec cette pâte. Donc c'est un empattement au levain, double fermentation. Enfin, c'est un truc hyper bon. Et on s'est dit, on va arriver en frais. Parce qu'en fait, dans ces lieux de vie, il faut aller vite. Et une pizza surge, elle réchauffe en 5-6 minutes. Moi, je réchauffe en 1 minute 30. Hmm. Et donc, on a monté une industrie autour de tout ça. Et puis là, on a monté carrément la nouvelle ligne qui a été live il y a une dizaine de jours. Magnifique. Pour reparler un petit peu de la franchise, pour que les gens se figurent, et je pense qu'il y a des gens qui veulent monter de la franchise ou en tout cas qui veulent être restaurateurs, qui nous écoutent. C'est quoi pour toi le bon profil d'un franchisé? Et au contraire, c'est quoi les plus grosses erreurs de casting que tu vois qui reviennent fréquemment?
Alors moi, je vais parler pour mon modèle, parce qu'en fait, Ouais. tous les modèles de franchise ne sont pas similaires. Mais pour mon modèle, on est des commerçants de proximité. On fait entre 675 000 euros hors taxes en moyenne par établissement. On a des établissements qui font des pointes à 1,3 million, 1,5 million, de plus en plus parce qu'on a agrandi un peu le format, mais on reste des commerçants de proximité. Et donc pour qu'un commerçant de proximité fonctionne, il faut que ce soit un super commerçant, une personne investie et bien évidemment avec un super emplacement. Mais si déjà en face de toi, tu as un profil qui a envie d'être investi, qui a envie de faire passer un bon moment à ses consommateurs et qui a compris que son rôle de franchisé, c'était d'avoir un magasin clinique, parce qu'on est dans la restauration, c'était d'avoir un service ultra sympathique, parce qu'on aime aller chez les gens cool, et un service rapide, parce qu'on est dans le fast-food. Et si il a ces trois qualités, moi, derrière, je vais lui emmener tout le bac. La brand, la formation, les produits, les cartes, enfin, tu vois, tout ce qui est en back-office, moi, je lui emmène. Donc, s'il a ces trois qualités, en général, ça fonctionne. Et qu'est-ce qui est le... où je me suis loupé, où il faudrait faire attention en termes de profil. En fait, il faut faire attention. J'ai déjà eu des profils, mais que j'ai pas pris. Mais des profils qui arrivent et qui te disent je te prends toute la Belgique, je vais t'en monter 15. Ah, ceux-ci sont fantastiques. Parce qu'ils n'en ont pas ouvert un, qui te disent déjà qu'ils vont en ouvrir plein. Et moi, c'est ce que mon consultant il m'expliquait. Tu peux bien avoir les ambitions d'en monter 15, 20 et je t'accompagnerai. Mais déjà, monte-en un, monte-en un second et sois toujours irréprochable. Et à chaque fois que tu seras irréprochable, tu pourras monter la marche suivante pour en avoir un suivant. Mais tu te rends compte que d'en avoir un, ça se fait bien, mais plus t'en empiles, plus c'est compliqué. Et quelque chose que j'ai compris, c'est que c'est pas tout le monde qui peut en avoir plusieurs. Et il y a des franchisés qui ont voulu en avoir plusieurs et qui se sont un peu mis dedans, tu vois. Et peut-être que mon rôle de conseil, ça aurait été de leur dire non. Parce que le Ça les côté aurait... opérationnel les dérange, Non, ne c'est plus pas être ça. dedans. C'est qu'en fait, il y en a, c'est des très bons opérationnels, mais c'est moins des gestionnaires de 3-4 Ouais, équipes. voilà. Il y en a qui arrivent bien. Mais il y en a, dès qu'ils en ont 3-4, ils n'y arrivent pas, les chiffres d'affaires, ils baissent. Parce que c'est des personnes qui sont différentes d'un chef d'entreprise qui a un point de vente et qui est tout le temps dans son point de vente. Mais tu peux être ultra bon, ultra commerçant avec un restaurant. Demain, si tu en as trois, ça se trouve, tu plantes le premier, tu plantes les deux autres. Comment tu combats la frénésie potentielle de voir que, ok, t'as un Pizza Cozy, c'est une belle marque, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui sont intéressés, et de se dire, ok, bah, maintenant que je sais qu'il y a des gens qui sont intéressés, bah, lui qui veut l'ouvrir à Paris, je vais lui dire oui, parce que pour l'image, c'est trop bien. Lui qui veut l'ouvrir à Lyon, il en veut 4, je lui donne, etc. Ce gars en Belgique, alors que tu te dis que potentiellement ça peut te ramener un chiffre d'affaires si ça marche de dingue, comment tu te restreins et tu te dis, qualité et quantité, tu fais le ratio. Bah justement, si tu es passionné et que tu as envie que ça soit bien fait, tu peux pas dire oui à tout. Si tu dis oui à tout, tu dis oui à des personnes qui vont peut-être salir la marque. Et s'ils salissent la marque dans leur région ou dans leur département, ça peut impacter d'autres personnes. Et ces gens, il faut savoir qu'un franchisé, c'est une personne qui a mis toutes ses économies de côté, peut-être un cadre en reconversion, qui a mis 50-80 000 euros sur la table, qui joue sa vie, qui joue la vie de sa famille. Et donc en fait, lui, tu peux pas le planter, parce qu'il est en train de donner sa vie pour ta brand et pour ta tête. Tu vois. Donc pour lui et pour moi, parce que j'aime ma marque à fond, je peux pas prendre un opportuniste qui est là pour me dire je vais t'en monter plein à n'importe quel prix. Et encore une fois, je fais souvent des images, mais mon consultant, il me disait, ouvrir trop vite, c'est comme rouler dans un chemin à 200 km/h. Si ça glisse, t'es mort. Et donc nous, on a toujours dit, on fait du quali, on fait pas du quanti. Si on arrive à en faire 12 quali, c'est bien. Si on arrive à en faire 8, c'est bien. Et des belles enseignes que je suivais il y a 10 ans, Sushi Shop, 20 ans, 10 par an, 200 points de vente. C'est des belles histoires. Des enseignes qui en ont monté 30, 40, 50 les dernières années, alors d'aujourd'hui, elles n'existent plus. Parce qu'en fait, ça demande de la structure, ça demande de l'argent, ça demande du temps, ça demande plein de choses et il faut pas être pressé. Moi, je dis souvent, je fais du coaching pour des jeunes qui se lancent en franchise ou qui ont 4, 5, 10 points de vente et qui ont envie de devenir un peu leader sur leur marché. Je leur dis, il n'y a pas de rétropédalage possible. Tu te lances en franchise par rapport à ceux qui te rejoignent. Tu peux pas faire marche arrière. Et c'est pas
du moyen terme, c'est du très long terme. Tu vas réinvestir tout ce que tu gagnes pendant très longtemps. Il faut que tu sois bien armé parce que on va souvent te ramener, comme je disais tout à l'heure, du négatif, pas trop du positif. Et on est dans une période où les exits, ça se fait moins qu'avant, tu vois. Hmm. Donc, faut vraiment kiffer ta marque, kiffer ton métier, adorer tes franchisés et dire coûte que coûte, je veux devenir leader sur mon secteur et je vais tout faire pour. On parlait la dernière fois aussi avec Yves Ecker et t'en as parlé un petit peu aussi tout à l'heure des difficultés qu'il y a pu avoir sur les dernières années, notamment tout ce qui est lié conflit en Ukraine ou autre, avec tout ce qui est matières premières, etc. Quand tu veux faire du produit frais, quand tu veux faire de la qualité comme tu dis, comment tu arrives à jauger cet entre-deux entre bah, je veux que ma pizza elle soit la meilleure possible et donc proposer les meilleurs produits possibles et j'ai pas envie que l'étudiant de 21 ans il paye 25 € sa pizza. Bah, c'est un combat de tous les jours, c'est une personne aux achats à côté de moi, c'est ce que j'aime faire, c'est aller sourcer les bons produits au bon prix, et après tu essayes de faire des conjugaisons qui sont que tu as une bonne farine, une bonne tomate, une bonne mozza. Peut-être que tu vas faire moins de marge qu'une autre pizzeria, mais si tu fais moins de marge, parce que tu la vends à un bon prix, peut-être que tu vas faire un peu plus de volume, et après c'est des C'est un indicateurs. arbitrage, ouais. Exactement, c'est ça. Mais j'ai toujours pris le parti pris de me dire que Pizza Così, ce n'est pas une pizzeria premium, parce que la pizza pour moi c'est un plat populaire, c'est transgénérationnel. Vendre des pizzas à 20 balles, 25 balles, c'est pas ma came, et puis c'est pas dans les endroits où je suis. Donc je me suis toujours battu pour me dire qu'il y a une marge à avoir pour mes franchisés, mais que oui, je pourrais avoir des produits un peu moins qualité, ou oui, je pourrais les vendre plus cher, mais pas sûr que je ferais ce volume d'affaires. Et donc, je privilégie en faire un peu moins en termes de marge, mais par contre, aller vraiment chercher du volume, faire plaisir au client. Et puis, bah, un client, s'il s'est régalé parce que tu avais un excellent rapport qualité-prix, il va peut-être revenir un peu plus souvent. Tu parles du fait que les grands endroits avec potentiellement des gens un peu plus aisés, etc., c'est pas forcément là où vous êtes. Notamment, on va parler de Paris ou ce genre de choses. Pourquoi ce choix de rester dans des villes un peu plus petites, voire moyennes, tu vois, et de pas aller conquérir le Grand Paris ou des énormes villes et t'y implanter de manière durable avec beaucoup de restaurants, tu vois, parce que tu es déjà à Lyon. Lyon, c'est deuxième métropole française. Mais je veux dire, ne pas vouloir en ouvrir 10 à Lyon, ce genre de choses. Non, mais après, en fait, ça dépend aussi de ton modèle. Tu sais, des fois, tu as un modèle de base. Tu peux le faire pivoter en fonction de ce qui se passe en politique, ce qui se passe suivant les années, mais des fois aussi, il faut garder ce qui fait la force de ton business. Marie Blachère, il est qu'en périphérie. Et Hmm. il n'est pas en plein centre de Lyon ou en plein centre de Paris. Eric Kaiser, il n'est pas en périphérie de petites villes. Il est que dans les grandes villes. Et en fait, ils ont un business model qui est propre à eux. Nous, Pizza Così, ça fonctionne extrêmement bien en petites et moyennes villes, périphérie ou centre-ville. Après, dans les grandes villes, quand on les pénètre de façon assez massive, comme à Lyon, ça marche, mais ça prend un peu plus de temps. Et puis, tu sais, nous, on est toujours parti d'un truc, encore une fois, un de mes consultants qui me disait, ce qui est pas mal, c'est le taux de morosité. C'est qu'en fait, est-ce qu'il vaut mieux être dans une grande ville avec plein de concurrence? Si je prends l'exemple de la pizza à Paris, des mecs qui font de la bonne pizza à Paris, il y en a plein. Des mecs qui prennent des super spots de 200, 300 mètres carrés, qui sont champions d'Europe, champions du monde, il y en a plein. Donc, l'emplacement coûte cher. Il faut que tu ailles te battre contre eux. Donc, la communication et le marketing, c'est pas à toi que je vais apprendre que ça va coûter des ronds. Alors que si tu vas dans une ville de 20 ou 30 000 habitants, tu peux vite t'imposer en tant que leader avec peu de communication et avec un petit loyer. Donc, tu vois, tu prends un peu moins de risques pour tes franchisés. Tu as un bon retour sur investissement. Et nous, en fait, c'est le modèle avec lequel on a grandi. Et À quel ça nous moment va tu te très rends bien. compte de ça? De te dire, ok, bah nous, ça sera notre modèle. Tu vois, C'est pas pour autant qu'on va pas essayer de le tester, ouais, mais je ouais. me rends compte en fait qu'à Paris, on a ouvert, on n'a pas eu peut-être les couilles d'avoir un emplacement à 500 000 euros de pas de porte, on Ouais. remet 1 million de travaux, on a un truc à 1,5 million avec 15 000 euros de loyer, on va chercher les 3 millions. Vu que c'est pas notre modèle de base, bah on va pas le tenter et donc du coup en fait on le fait pas. Sur le Square Pizza Club,
Je voulais y revenir parce que, encore une fois, je t'ai dit, je trouve ça très smart et intéressant à aborder. Quand tu vends à autant de clients et que tu en sors autant par jour, comment tu gères le fait de ne pas banaliser la qualité de la pizza? Ça, on me l'a souvent dit aussi sur Pizza Cosy, on m'a dit, mais plus tu vas grossir, plus tu vas perdre en qualité. Mm. Et en fait, moi, je trouve que ça va à l'inverse. C'est que plus je grossis, plus je peux me permettre d'avoir des super prix sur une excellente tomate. Et en fait, la tomate que je mets chez Pizza Cosy à date, c'est pas la tomate que je mettais chez Pizza Cosy il y a 5 ans. C'est que maintenant, pour le même prix, je peux avoir une tomate Pelati qui vient de Naples. Elle est juste entière, hyper rouge et hyper bonne. Elle a juste besoin d'un peu de sel, même pas de sucre et rien d'autre. Et donc, Square Pizza Club, c'est pareil. C'est qu'en fait, au début, je fais tout dans 40 mètres carrés. Bah, en fait, je me dis, là, je viens de passer dans 250 mètres carrés. Mais j'ai acheté la Rolls du four. Tu vois. Mm. Euh, les boulangers, avant, ils étaient dans un coin de la pièce, dans 40 mètres carrés, pour faire la pâte. La température, elle était bien, mais là, je leur ai mis un labo, 18 degrés. Ils font le pré-empattement, ça pose, il y a de la place. Ils sont seuls, il n'y a pas des variations de température parce qu'il y a un four comme dans une pizzeria. Ils ont un labo, c'est propre, c'est quali. Et après, ça part sur la ligne. Et sur la ligne, tu as un four qui est magnifique. Et puis après, tu as des lignes où, en fait, bah, au lieu de faire de la production sur des tables inox et de t'emmerder, bah, c'est des trucs qui roulent, donc c'est confort, tu vois. Donc en fait, si tu veux, avec le temps, tu peux avoir des super produits et tu peux avoir des super outils sans pour autant banaliser. Pareil, je mettais sous vide, j'avais une machine sous vide qui était un truc artisanal. Mais quand on fait 1200 pizzas par jour, bah c'est bien, c'est artisanal, mais limite, des fois, tu peux avoir des loupés. Que là, j'ai acheté une ligne à 150 000 où tu poses tes pizzas dans des barquettes. C'est exactement ce que tu as au supermarché. Ça te fait la barquette d'en haut, ça te fait la barquette du dessus. Tu poses tes pizzas, mais le scellage, il est hyper propre. À l'intérieur, l'atmosphère, elle est parfaite. Et donc, en fait, justement, tu gagnes en qualité. Franchement, c'est dingue parce que tu me parlais. Enfin, tu vois, t'as mis un peu de temps à trouver le mot au début pour te décrire. Et au final, tu l'as superbement bien trouvé avec la passion parce que quand tu me parles de four, de chaîne de production, on sent l'amour en vrai que tu portes à tout ça et c'est vraiment beau, je trouve. Limite émouvant, je vais pas me mettre à pleurer. Mais voilà. On va parler un peu du futur pour terminer, mais un peu tout ce qui est roadmap, etc. Tes objectifs dans le futur, tu l'as dit, tu veux devenir le groupe qui vend le plus de pizzas via le réseau B2C, B2B. Où est-ce que tu veux aller sur les prochains mois, les prochaines années, que ce soit en innovation, que ce soit en termes de projet? Est-ce que tu veux ramener d'autres marques, plus de franchises, je sais pas. En fait, déjà, ce qui était hyper important, c'est que, on en parlait tout à l'heure, mais depuis qu'il y a eu la guerre en Ukraine et le Covid, ça a bousculé pas mal de choses. Et avant, j'avais un trend où j'en ouvrais 12-18 par an. Là, je suis descendu à 8. Donc, ce qui était très important, c'était que je réduise la voilure en termes de service support. Parce que j'avais un peu plus de sociétés. Mais si tu as des sociétés avec moins d'ouverture, bah, quand il y a beaucoup d'ouverture, elles gagnent de l'argent. Quand il y a moins d'ouverture, elles peuvent perdre de l'argent. Donc, j'avais des sociétés dans le groupe qui perdaient de l'argent. Déjà, il a fallu les stopper. Derrière, quand tu stoppes des sociétés, bah, les services support, ils portent, admettons, 6 sociétés. Mais si tu en as 4, tu as un tiers de moins en société. Donc il te faut un tiers de moins en personne en haut. Donc il a fallu trouver des solutions pour avoir des services support qui soient vachement plus light. Donc ça, c'était vraiment la trajectoire qu'on a pris entre 24 et 25 avec mon directeur général. C'était de se dire, OK, les sociétés où on prend un risque quand on ouvre peu de points de vente, on les stoppe. Derrière, on réduit les services support pour être vachement plus agile. Et une fois qu'on a fait ça, on essaye de travailler toutes les dépenses auxquelles on pourrait se passer. Quand tout va bien, les 13 premières années, tout allait tellement bien qu'il fallait que je prenne un outil pour un salarié. Ça coûtait 15 000, ça coûtait 20 000. Le salaire, j'étais prêt en fait à donner tout à tous mes salariés en termes d'outils ou en termes de salaire et même en termes de staff, tellement que je voulais réinvestir pour faire grandir la boîte et je voulais tout donner. Et je me suis rendu compte qu'en fait, ça c'était super bien. Si je regardais une croissance de 15-20, j'étais dans la plaque. Mais quand tu descends à 8, tu te mets en difficulté financière. Donc là, si tu veux, on a revu tout l'écosystème. Ça, c'était le step 1 pour accélérer à partir de 2026. Et là, en 2026, quand on se dit que on veut devenir le groupe qui vend le plus de pizzas en France, maintenant, il y a deux sujets. C'est soit une levée de fonds pour aller faire une acquisition, soit une fusion. Ce qu'on veut, c'est avoir une autre enseigne dans le groupe.
Non pas pour avoir une autre enseigne dans le groupe. C'est qu'en fait, j'ai un modèle économique, comme je te disais, qui est ultra vertical avec une cuisine centrale et une plateforme logistique. Et que maintenant, j'ai absorbé mes coûts de structure. Si je rentre une nouvelle enseigne, je vais pouvoir me permettre de faire moins de marge sur les produits que je vends aux franchisés. Parce qu'en fait, avec l'effet volume, j'y gagnerai toujours autant ma vie. Par contre, si sur ces établissements, je leur vends des produits avec des marges plus faibles, eux, ils vont avoir plus de marge, eux. Et donc le modèle économique sera vachement plus performant. S'il est vachement plus performant, j'en ouvrirai normalement beaucoup plus. Et donc là, l'idée, c'est d'absorber un groupe pour baisser les matières premières, le prix des matières premières, qu'eux, ils aient un business vachement plus lucratif et que derrière, on en ouvre plein. Et on va essayer de trouver une enseigne qui soit, j'aime bien encore dire ça, mais complémentaire et pas concurrente, comme un peu dans un groupe automobile. Le groupe Volkswagen, il y a Audi, il y a Porsche, il y a Skoda, et en fait, dans une même ville, tu as plein de clients. Et qui peuvent aller dans les deux endroits. Ils font tous de la voiture, mais c'est pas vraiment la même cible. Exactement. Okay. Bah là, je me dis, peut-être qu'à Lyon, il pourra avoir une autre brand, peut-être hyper urbaine, hyper digitale. Toujours sur de la pizza, du coup. Toujours sur de la pizza, vu qu'on veut devenir le groupe qui vend le plus de pizza. Mais en fait, avec un positionnement complètement différent. Pareil dans le burger. T'as les burgers gourmands à la française, t'as les smash burgers, t'en as plein. T'as les burgers à l'américaine, t'en as plein. Dans la pizza, en fait, il faut se dire qu'il y en a plein. Et il va en avoir de plus en plus, parce que la pizza, il y a des bars à focaccia maintenant qui ouvrent, il y a des pizzas al taglio, il y a de la pizza napolitaine, il y a de la pizza romaine, il y a de la pizza 100% française, il y a de la pizza ultra napolitaine. Et donc, on va essayer de se rapprocher d'une marque qui pourrait faire grandir notre écosystème. Du moins, on est en train de regarder. Pour l'instant, on n'a pas trouvé, mais on est en discussion avec pas mal de belles personnes. Hyper intéressant. Pour la fin de l'émission, ce que je fais avec tous les invités, c'est un jeu qui s'appelle le jeu du newbie. Donc c'est des questions qui sont très simples. L'idée, c'est des questions qui pourraient être posées par des enfants, c'est-à-dire très provocatrices. Tu sais, dans la période du quoi, enfin tu as dû connaître ça récemment. Mais donc l'idée, c'est que tu me répondes aussi très simplement. Tu vois, là on parlait comme deux personnes qui aiment l'entrepreneuriat, mais là, comme si tu parlais à un ado ou à un jeune qui n'y connaît rien, tu vois. La première question, c'est, bon, pour le coup ça va, c'est quoi une pizza de saison ? C'est une bonne pizza. Ok, pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple ? Une franchise, est-ce que c'est juste payer un logo ? Pas du tout. C'est quoi alors ? Une franchise, c'est payer un vrai savoir-faire, un vrai accompagnement, et pas du tout qu'un logo, mais ça en fait partie. Pourquoi vous n'allez pas à Paris d'abord si vous voulez être connu partout ? On l'a abordé un petit peu, mais là, de manière parce simple. Que je suis pas convaincu que parce que tu es à Paris, tu es connu partout. Il y a tellement de villes en province qui vivent, sans dire en autarcie, mais qui vivent pas en connaissant Paris. Moi, j'ai des potes à moi qui ont des brands à Paris. À Lyon, personne ne les connaît. Et pourtant, ils ont un super spot à Paris. Ils sont hyper forts sur les réseaux sociaux. C'est pas parce qu'on est à Paris qu'on est connu de toute la France. Pourquoi une pizza peut coûter 18 € et une autre 10 €? C'est quoi la différence que je mange ? Ce que tu manges, c'est peut-être la différence en termes d'ingrédients. Tu peux mettre de la crème de truffe avec de l'arôme truffe, puis tu peux mettre de la truffe mélanosporum. Si tu mets de la mélano en hiver, ça coûte 1000 balles le kilo. Forcément, la pizza, il faut vraiment qu'elle coûte 20-25 € si tu veux t'en sortir. Par contre, si tu mets de l'arôme truffe, bah, tu peux la vendre 10-15 € et tu arriveras à t'en sortir. Et pour autant, c'est très bon. Mais c'est normal qu'il y ait une différence de prix parce qu'il y a une différence de produit. Pourquoi dans un restaurant Pizza Così, si je suis franchisé, je peux pas changer le logo ou la déco si j'ai une meilleure idée ? Parce que c'est l'uniformité qui fait la force. Et que un franchisé, il n'est pas là pour réinventer la roue. Il n'est pas là pour être un excellent commerçant et hyper bon dans les opérations. C'est d'ailleurs pour ça qu'un franchisé, quand il nous rejoint, c'est ce qu'il vient chercher. Un franchisé, c'est une personne qui se dit « j'ai peut-être pas envie de tout faire tout seul. Je vais m'adosser à une marque. » Bah, l'idée, c'est qu'après, quand tu rentres dans un cadre, t'essayes pas de mordre la ligne blanche. Tu restes dans le cadre et c'est en ramant tous dans le même sens qu'on avance. C'est quoi la différence entre savoir faire une pizza et savoir tenir un service ? Savoir faire une pizza, c'est franchement ultra facile. Savoir tenir un service, il faut être très organisé. Pourquoi une pizza B2B ? On la mange pas pareil ? Une pizza B2B, tu la manges pas pareil. Non.
pour moi, une pizza B2B, il faut que ça soit un empattement spécial qui soit prêt à être réchauffé. Et c'est pour ça que je fais de la pizza romaine, parce qu'une pizza romaine, plus tu la fais réchauffer, meilleure elle est. Alors que pour moi, une pizza ronde napolitaine, il faut qu'elle soit faite minute pour être très bonne. Et la dernière question, est-ce que tu aimes toujours l'univers de la pizza? Et par extension, est-ce que tu aimes toujours manger de la pizza? J'adore l'univers de la pizza. Et je mange toujours de la pizza. Et dimanche à midi, je mangeais de la pizza. T'as mangé quoi comme pizza? Petite 4 fromages. Ok, la classique. La dernière question que je pose à tous les invités, c'est sur la valeur fondamentale de mon média qui est liée à la culture de la différence. L'idée, c'est que pour moi, un entrepreneur, une boîte plutôt, une start-up, ça marche par la vision qu'il y a derrière et par l'entrepreneur qui la porte. Et en l'occurrence, ma question est, qu'est-ce qui fait que Pizza Così, ça a marché avec toi, alors que un autre gars qui lance exactement le même nom, avec le même branding, les mêmes pizzas et la même idée, ça n'aurait pas marché? Qu'est-ce qui a fait que ça aurait pu marcher avec moi et pas un autre? Est-ce que déjà l'autre, il aurait fait exactement la même chose que moi? Je sais pas. Partant du principe qu'il ait fait la même chose, qu'est-ce qui fait ta différence à toi et comment tu l'as porté? Ma différence à moi, c'est que j'ai voulu faire les choses bien sur tous les points. Et c'est ce que je dis souvent, c'est que on n'a pas réinventé la roue de la pizza. On a voulu avoir un bon spot, des bons lieux, une bonne pizza, un bon accueil. Et c'est ce qui a fait, je pense, la réussite de Pizza Così. Mais après, si la personne il fait exactement comme moi, il n'y a pas de raison qu'il réussisse pas. Ok, bah c'est noté pour toutes les personnes qui écoutent. Tentez votre chance, on sait jamais. Exactement. Merci beaucoup Florent. Merci à toi. C'était super. Et puis bah à Avec bientôt. plaisir. Salut, bonne soirée.